bonjour à tous. Merci d'être présents en physique. Merci d'être présents en ligne, d'accord, pour les gens qui nous suivent sur Teams. Nous sommes Clément et moi ravis d'être ici, honorés d'avoir été acceptés. On va vous parler de tout ce qui est cybersécurité sur Microsoft 365 ensemble. Donc en 50 minutes, c'est un vaste sujet. L'idée, ça va être de vous donner vraiment quels sont les outils qui existent, quelles sont les menaces qui existent et quels sont les outils qui existent aujourd'hui à avoir. On ne va pas rentrer dans le détail des choses, mais on va vous donner vraiment les grandes actions, les grands milestones à avoir et les grands points d'étape à avoir. Je te laisse te présenter pour démarrer, Clément. Clément Séraphin, donc je suis architecte M365 chez Aero. J'interviens principalement sur tout ce qui est lié vraiment à M365 en termes d'identité et de collaboration. Donc du coup, aussi en parlant d'identité, ça va aussi de pair avec la sécurité et bien sûr la collaboration. Il faut aussi sécuriser ce secteur-là qui est critique. Ouais. Et donc Sébastien Paulet, MVP Microsoft, ça fait 15 ans que je m'occupe de tout ce qui est gestion documentaire en particulier. J'ai longtemps fait du SharePoint. Et quand on fait de la gestion documentaire, on se retrouve à faire de la conformité et de la sécurité. Et voilà comment je m'en retrouve aujourd'hui à faire de la sécurité. Avant d'aller plus loin, un grand merci à nos sponsors. D'accord, sans eux, on ne serait pas là. On a des super locaux. On vient d'avoir un super repas pour ceux qui étaient là. Et vraiment, un très grand merci à eux. Un grand merci aussi aux organisateurs, parce que pour être sur d'autres événements, je sais que c'est un très gros travail. Donc vraiment, un grand merci. On s'est présenté tout à l'heure. Hein. J'ai mangé les pinceaux, c'est ma faute. Mais voilà, tu as mis mon blog, tu as mis mon Twitter sur ton blog. Comme ça, tu avais ton Twitter. OK. Et donc, démarrons. Démarrons donc sécurité et Microsoft 365. Alors, on va vous parler dans les slides qu'on va vous présenter, on va aussi vous donner les éléments de licensing, parce que c'est souvent les questions qui viennent derrière dès qu'on parle de sécurité. Donc, on va essayer de vous donner ces éléments-là. Donc, juste, on repose un peu les bases. Quand vous êtes sur des sociétés qui font moins de 300 personnes, vous êtes sur du Microsoft 365 Business. Alors, il y a plusieurs niveaux de business et tout ce qui va être de l'ordre de la sécurité, souvent, c'est en grosso modo licence premium. On n'a pas donné le détail dans les slides, on s'est intéressé à la partie entreprise, d'accord? Et donc, en entreprise, il faut bien distinguer les licences Office 365, E1, E3, E5 et les licences Microsoft 365, E3, E5. C'est pas la même chose. Office 365, dans le licensing pour entreprise, c'est pareil pour les parties gouvernementales et autres. Mais Office 365, c'est vraiment les applications, Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams. Et quand vous parlez de Microsoft 365, c'est cet Office 365 plus votre licence Windows, plus un truc qui s'appelle EMS. D'accord ? Cette chose qui s'appelle EMS, qui signifie Enterprise Mobility and Security, contient plusieurs produits. Alors, vous avez l'Azure Active Directory Premium. Ça, c'est l'un des trucs de base en sécurité qu'on aime beaucoup. Il y a tout ce qui est MFA avancé, protection, Information Right Management, Intune. On ne va pas les voir en détail, à vrai dire. On ne va pas s'amuser à les regarder un par un, comme ça pourrait être fait de manière très classique. Ce qu'on va essayer de faire sur la session, c'est plutôt de partir des types de menaces et des types d'attaques que vous pourriez avoir. Okay ? Et en réponse à chacune de ces attaques, voir qu'est-ce qui peut, dans les modules que je viens de citer, entre autres, répondre à ça et vous présenter aussi ce qui fait partie, entre guillemets, des licences, même quand vous n'avez pas du Microsoft 365, c'est-à-dire même dans une licence E1, il y a déjà des mécanismes de sécurité qui existent et voir ce qu'on peut déjà utiliser dans le standard sans avoir à payer de la licence en plus. D'accord ? Donc, dans les types d'attaques qu'on va regarder, on va regarder tout ce qui est arnaque au président, c'est-à-dire usurpation d'identité, phishing, c'est-à-dire je me fais passer pour quelqu'un et pour extorquer derrière soit des informations, soit de l'argent. On va s'intéresser à la sécurité des mots de passe, d'accord, comment on casse du mot de passe. La réponse à ça, bien souvent, c'est le MFA. On vous dit qu'il faut absolument faire du MFA. Ce qu'on va vous montrer là, c'est que le MFA, c'est très très bien. Vraiment, faites-le. Mais ce n'est pas non plus parfait. Ça ne protège pas de tout. D'accord ? On va vous montrer une attaque type sur MFA. Après, on s'intéressera à tout ce qui va être prévention des fuites de données utilisateurs. J'aime pas me retrouver avec les documents de mes outils de ma société qui se trimballent en dehors de ma société. On va aussi regarder les fuites des données liées aux administrateurs.
eux aussi, c'est un sujet. On va s'intéresser après à la perte de tous nos terminaux, nos téléphones mobiles, etc., parce qu'il y a de la donnée qui est stockée dessus. Et puis, on fera un point sur la fin sur tout ce qui est rançon logiciel, crypto locker, d'accord, qui nous empêche de travailler depuis quelques années. Et donc, on va démarrer avec l'arnaque au président et je laisse Clément prendre la parole. Alors, sur la partie vraiment phishing, actuellement, c'est un phénomène, voilà, c'est vraiment quand vous cliquez sur un mail avec un petit lien et que du coup, ça va entraîner des actions côté pirate et qui vont vous permettre de prendre le contrôle vraiment du compte et après, bien sûr, de propager ça directement dans l'entreprise. C'est en diminution dans les entreprises parce que c'est des personnes qui sont formées à ça. On a tendance à aller justement vers eux et leur dire, évitez de cliquer sur n'importe quel lien et regardez de quel destinataire ça vient. Est-ce que c'est vraiment la caisse d'épargne derrière? Et donc, malheureusement, c'est quand même en augmentation sur les TPE, PME et on peut voir sur ça comment se protéger. Donc, pour se protéger, excusez-moi, la première chose, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire vraiment former les utilisateurs. Quand on va ouvrir un mail, on va aller regarder un destinataire, pas forcément juste le nom qui s'affiche. Parce qu'afficher un nom, c'est bien, mais il faut regarder quel est le mail qui est derrière. Si c'est vraiment le mail qui correspond bien à qui on attendait de recevoir. Après, on va parler aussi de la fuite d'informations, donc ne pas laisser les informations sur Internet. Lorsqu'on va avoir un patron du CAC 40 qui diffuse son mail sur Internet, et quasi coup sûr, les pirates, c'est peut-être là où il y a pas mal d'argent. Pour prévenir ça aussi, il y a quelques mécanismes qui existent en termes de mail, ce qu'on appelle SPF, DKIM et des marques. Donc le SPF, maintenant, ça se fait par défaut dans les parties de messagerie. Donc c'est le fait d'identifier d'où vient le mail. Donc actuellement, vous le configurez quand vous configurez Office 365. C'est un petit enregistrement DNS qui vous permet de sécuriser ça. Et après, maintenant, là, c'est optionnel, mais c'est quand même gratuit de le faire. Vous avez la partie des KIM et des marques, qui sont le fait de signer avec un certificat les mails que vous pouvez envoyer, qui veut dire on configure dans Office 365 cette partie des KIM des marques, c'est une sécurité supplémentaire. Vous allez avoir des blocages aussi qui sont possibles, de vous dire si un SPF n'est pas fait correctement de la part de la personne qui envoie le mail en face, je le refuse. Peut-être de la prévention contre un phishing sur ça. 0 licence, c'est gratuit. Il faut juste faire l'action de mettre en place le DKIM et le démarque. Peu de PowerShell. Après, on va passer sur la partie delivery. Donc, la partie delivery, c'est comment aujourd'hui vous recevez un mail. Dans l'ordre, en fait, quand vous allez recevoir un mail, il y a tout un tas de choses par lesquelles, dans le mécanisme, ça va passer. Donc, en premier, vous allez avoir ce qu'on appelle la partie filtre de connexion. Donc, ça va vérifier vraiment s'il est possible, sur ce filtre-là, si vous avez peut-être filtré un pays qui n'est pas, dans les exemples, on a le Niger. Si vous filtrez les mails qui arrivent du Niger, de base, si le mail arrive de ce pays-là, il va être refusé. Vous allez avoir les parties antivirus. Vous avez un scan, c'est totalement gratuit dedans, ça va scanner s'il y a un virus qui est associé au mail. Après, on va avoir les règles de filtrage que vous avez mis vous-même en place. Vous allez définir du coup des adresses mail de qui vous ne voulez pas recevoir des mails. Ça va être vraiment des règles de filtrage que vous pouvez définir. Vous allez avoir la partie anti-spam. Anti-spam, vous avez ce qu'on appelle le SCL et le BCL. Donc le SCL, ça va être vraiment sur la partie spam. Vous allez définir des règles de spam. Donc par exemple, si vous avez un lien et que au lieu d'avoir un nom de domaine, vous allez avoir une IP à la place qui est quelque chose de pas très légitime, vous allez pouvoir augmenter le score de spam du mail et à partir d'un certain score, vous allez dire là, il y a eu trop d'anomalies dans ce mail-là, on le passe en spam. Vous allez avoir la partie BCL qui est le bulk block. En fait, sur les personnes qui envoient les mails en masse, il y a des personnes, en fait, ils ont des listes chez Microsoft qui répertorient ça. Et donc, les personnes qui envoient trop de mails en masse vont être répertoriées comme bulk spammer et vont pouvoir être bloquées chez vous. Ensuite, une fois que vous avez passé tous ces scans-là, si vous avez ce qu'on appelle, alors MDI, c'est Microsoft Defender Identity, ça nécessite une licence supplémentaire. Vous allez pouvoir avoir des filtrages supplémentaires possibles pour finir sur la partie délivrée. Après, donc, juste la petite précision. Donc là, on est sur Office 365. Si vous avez du Exchange qui est sur vos serveurs, c'est un add-on supplémentaire à installer. Mais sinon, IOP, c'est dans la licence de base. Vous ne le voyez pas, ça y est toujours, et donc ça met quelques dixièmes de seconde à faire tous les traitements qu'on vient de citer avant que vous receviez réellement le mail dans votre boîte aux mails. Et donc IOP, justement,
Et donc voilà, sur la partie IOP, MDI, pour vous expliquer quelques petites différences de ce qui est inclus chez vous et de ce que vous allez avoir un peu en additionnel. Donc IOP, c'est vraiment inclus. MDI, ça va être avec des licences supplémentaires dans la EMSE5, qui est derrière de l'Azure AD P2. Donc dedans, les parties audit, logging, c'est compris. Donc vous allez pouvoir faire de l'audit, de savoir par exemple qui est accédé à une mailbox. Vous allez pouvoir auditer tout ça. Vous allez avoir de l'anti-phishing protection. Donc là, quand je vous dis la configuration sur les parties spam ou sur les parties bulk spam, vous allez pouvoir la configurer dedans par défaut. Après, sur les parties réponse automatique à du phishing, qui sont les advanced anti-phishing, là, il va falloir de la licence supplémentaire. Les anti-spam, les anti-malware sont compris de base dedans, donc pour filtrer ça. Sur la partie pièce jointe, pareil, ça va être l'anti-malware qui va aller scanner. Si vous voulez faire ce qu'on appelle du delivery dynamique, c'est-à-dire que votre mail arrive et en fait, ça va retirer la pièce jointe, ça va vous mettre un petit lien, vous recevez le mail et ça va aller scanner la pièce jointe, puis après, vous la délivrez dans un second temps une fois qu'on a vérifié qu'elle n'est pas vérolée. Ben ça va être vrai dans la partie MDI qui sont des licences supplémentaires. Après, vous avez la partie Safe Link. Quand vous avez un link, vraiment un URL qui vous est envoyé, et ça va scanner cette URL pour savoir si elle n'est pas vérolée et ça va l'exécuter dans une partie du bac à sable Microsoft. Après, pour enchaîner sur ça, on va avoir la partie vraiment Defender. On vous parlait d'anti-phishing sur ça. Maintenant, donc, quand vous avez des licences supplémentaires, Microsoft vous donne de plus en plus d'outils comme l'attaque simulator. C'est-à-dire que actuellement, dans la prévention, la chose que vous pouvez faire, c'est envoyer un mail de la part d'un des partenaires de chez Microsoft et il va arriver sur toutes vos boîtes mail. Et une fois qu'il arrive, en fait, les personnes qui vont cliquer n'auront pas respecté l'exercice, elles seront fait justement attraper. Et derrière ça, du coup, Microsoft met en place des formations. Donc là, vous voyez le petit bonhomme, vous avez vraiment des vidéos qui sont faites par Microsoft qui vous permet vraiment de faire la formation en interne de vos ressources pour leur dire, voilà, vous êtes humain, ça arrive l'erreur. Voici une petite vidéo qui va vous expliquer comment vérifier un mail, ne pas cliquer sur les liens, ne pas aller vers du phishing. Ceci, c'est compris dans la licence additionnelle qui est MDI, mais ça permet vraiment de faire ces parties de prévention contre le phishing. C'est pas la licence la moins chère, celle-là. C'est pas la moins chère, mais elle permet de faire des choses. Après, on va passer sur la partie brute force, spray attack. Donc, comment on va casser un mot de passe sur ces parties-là. Actuellement, voilà, les mots de passe, il y a diverses façons de les casser. Il y en a plein, à vrai dire. La première chose qu'on appelle, c'est le password spraying. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez beaucoup, des fois, des contacts, vraiment, la diffusion de vos emails. Et en fait, la solution, c'est que plutôt d'essayer d'aller casser une boîte mail, pourquoi pas essayer d'en casser 150 en même temps avec un seul mot de passe. On va essayer un mot de passe AZERTY 123 sur 150 boîtes mail d'un coup. Et on va se demander, peut-être ça va passer sur une. Parce qu'il y a quelqu'un qui aura mis un mot de passe qui est très léger et ça va passer. Ça, c'est vraiment ce phénomène de password spraying qui continue quand même de se développer parce que du coup, plutôt que s'authentifier 10 fois sur la même boîte, ça permet de le faire une fois sur toutes les boîtes. Après, on va avoir la méthode brute force, bien sûr. Donc ça, c'est très classique. On tente plusieurs combinaisons. On l'a tenté aussi avec du dictionnaire. On va tenter ça plusieurs fois pour voir jusqu'à qu'on arrive à trouver un bon mot de passe parce que le mot de passe était juste rose 1, 2, 3, malheureusement. On a aussi les achats d'anciennes bases de mots de passe. Vous avez déjà dû voir des articles sur des fuites de mots de passe. On vous dit oui, changez votre mot de passe sur Facebook parce que actuellement, on a eu une fuite. Il faut mieux mettre un nouveau mot de passe. Dans le dark web, vous pouvez acheter ces anciennes bases de mots de passe et les gens n'hésitent pas à les acheter et à essayer vraiment de voir si ça passe encore. Vraiment, comme il disait, dans 73% des cas, les personnes réutilisent des anciens mots de passe qui sont des mots de passe des fois juste incrémentés. Par exemple, Toto 1, 2, 3, il a fait passer à Toto 1, 2, 3, 4. Et là, lorsqu'il y a des personnes qui achètent des anciennes bases de mots de passe, malheureusement, ça peut arriver que le mot de passe à craquer soit beaucoup plus facile. Après, bien sûr, il y a toujours la partie phishing qu'on vient d'expliquer. Vous avez cliqué sur un lien, vous avez rentré votre login mot de passe. Là, ça y est, c'est assez facile de casser le mot de passe. Vous avez les enregistreurs de frappe, un peu plus pas très commun, mais ça arrive des fois. Il y a quelqu'un qui va brancher un petit module derrière, justement sur l'USB, entre l'USB et le clavier, et ça va enregistrer et envoyer directement vers un autre device qui est proche. Et ça va permettre d'enregistrer tout ce que vous tapez. Donc, au-delà des mots de passe et tout ça, ça peut vraiment
concerner toutes les données confidentielles. Vous allez avoir aussi le post-it. Le post-it, ça arrive. Il y a des fois des personnes, le mot de passe, post-it, collé sur l'écran. Et ça, ça arrive encore, hein, malheureusement, mais ça, bien sûr, c'est vraiment une faille très facile. La dernière, qui est un peu plus rare, c'est la partie extorsion. C'est vraiment les actes criminels qui sont liés à ça. Pour extraire des données, c'est plutôt rare. Après, on va passer sur la partie vraiment connexion. Donc, sur ça, pour vous montrer un exemple, ça, c'est pour une société française. C'est un extract Power BI des connexions qui ont été faits pour un seul compte, une seule personne. C'est un patron, sa boîte mail a été communiquée sur LinkedIn, et les pirates se sont pas gênés, ils ont dit on va tenter, et ils vont tenter avec des proxys depuis plusieurs pays, depuis plusieurs endroits, et vous pouvez voir depuis où c'est arrivé à se connecter en bleu et depuis où c'est pas arrivé. Donc heureusement, on sait que notre patron s'est déplacé là où c'est en bleu. Rouge, mon patron malheureusement n'est pas allé au Brésil, donc non. Voilà. Donc sur ça, c'est pour ça vraiment vérifier comment actuellement vous propagez votre donnée. Parce que renseigner, vraiment juste propager une adresse mail, des fois, ça peut se retourner contre vous. Après, on va avoir du coup la partie vérification des connexions de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand une personne se connecte depuis n'importe où, comme le Brésil, l'utilisateur a un petit lien. Donc, on vous l'a mis là, sur MySign Microsoft, et on peut voir depuis où vous vous êtes connecté. Donc, vous-même, vous allez vous connecter à ce lien-là, et vous pouvez vérifier quelle était la localisation vraiment de la connexion. Si vous voyez que vous êtes connecté depuis la Chine alors que vous êtes en France, il y a peut-être un problème. Les administrateurs ont aussi accès à cette console-là afin de vérifier pour vous, mais des fois, vous pouvez aller voir et vérifier par hasard si votre compte ne s'est pas connecté depuis quelque part où vous n'y attendez pas. Regarde, souvent, le cas, c'est l'administrateur qui détecte parce qu'il regarde les logs, il voit tiens, c'est bizarre, il y a un mec qui s'est connecté dans un pays qui n'est pas habituel. Et puis, on peut, en envoyant ce lien-là, envoyer ça à l'utilisateur et l'utilisateur tout seul peut vous dire OK, c'est bien un pays où j'étais ou sinon, c'est pas un pays où j'étais. Vous avez 7 jours de log par défaut. Si vous voulez monter à 30 jours de log là-dessus, il faut du Azure ADP1, qui fait partie de MSE3. Et après, vous allez avoir la partie AD Smart Lock. La partie AD Smart Lock, c'est que vous allez limiter le nombre de connexions erronées dans une durée. Donc, vous allez dire, cette personne, si elle fait 10 tentatives de mot de passe qui sont mal passées, on va verrouiller le compte pendant 1 minute. Si ça réarrive, on va verrouiller le compte pendant 5, puis 1 heure. Puis après, on va aller faire un verrouillage, on va aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment, parce que là, c'est vraiment un incident de sécurité derrière. Donc vraiment dans la brique Azure, vous avez la partie security et vous pouvez aller voir cette partie-là afin de faire du verrouillage sur des mauvais mots de passe qui sont rentrés. Ce qui nous mène après avec les tactiques MFA, qui sont les doubles vérifications, qui vont vous permettre vraiment justement d'éviter ce phénomène de rentrer des mots de passe en fait. Et de tenter les mots de passe, les brute force, c'est vraiment d'aller avoir un facteur à 2 vérifications. Un mot de passe, autre chose. Autre chose, c'est le MFA classique, c'est le fait d'avoir un téléphone mobile. Ça passe par plusieurs méthodes, donc SMS, appel, application. Vous avez une petite application qui s'appelle Authenticator. Et lorsque vous allez vous connecter, ça va envoyer une notification et vous appuyez sur « Ah, en fait, c'est bien moi ». Vous allez appuyer dessus et ça va vous connecter. Le fait de passer à double méthode, ça vous permet un peu plus de sécuriser ça. Après, vraiment, vous avez ce qu'on appelle les comptes brise-glace. C'est-à-dire que quand vous activez le MFA, des fois, vous avez des problèmes avec vos comptes de service. Le compte qui est utilisé par tel ou tel serveur, le compte de secours qu'on a besoin, c'est ce qu'on va appeler le compte brise-glace. La méthode, en fait, simplement, c'est de prendre un compte et de l'exclure de ces méthodes MFA et de faire un mot de passe qui est très compliqué, que cette adresse mail, bien sûr, ne soit pas du tout communiquée nulle part. Et généralement, ce mot de passe, on va l'écrire carrément papier. On va le découper en 2. Donc, ça va faire 2 petites post-it de 10 caractères. On va aller les mettre dans 2 coffres-forts différents. Et le jour où on a un gros problème, le jour où on a vraiment un gros problème, on va aller prendre les 2 personnes qui sont responsables des 2 coffres-forts, l'ouvrir, prendre ce compte-là afin d'aller faire la réparation parce qu'on a eu un gros problème et que c'est le compte de secours. Après ça, bien sûr, une fois que vous l'avez utilisé, il faut le renouveler, bien sûr, périodiquement, etc. Le but, c'est de ne l'utiliser qu'une seule fois en secours. Ça sert aussi le jour où le MFA Microsoft viendrait à tomber en panne. Ça peut arriver. Vous êtes content d'avoir ça pour aller désactiver temporairement le MFA sur vos comptes.
Après, on va avoir les protocoles legacy. Donc, alors ça, c'est vraiment sur la partie exchange. Donc, on va pas rentrer non plus dans le détail, mais l'informatique évolue sur les protocoles de connexion. Et donc sur ça, sur la façon dont on s'authentifie avec des boîtes mail, avec vraiment Outlook, Teams, tout ce qui va avec. Et donc du coup, on a ce qu'on appelle maintenant de l'authentification moderne. Le problème qu'il y a, c'est que avant, les anciennes authentifications, qui sont dites les authentifications héritées, legacy ou basiques, c'est à peu près, voilà, c'est les mêmes noms. Et celles-ci ne sont plus très sécurisées. Pourquoi? Parce qu'elles faisaient passer les données en clair dans le réseau. Donc ça veut dire que là, je me branche sur la prise et lorsque Fiona va se connecter à sa boîte mail et qu'elle est en authentification basique, je vais pouvoir aller intercepter le mot de passe, etc. Donc, sur des méthodes de piratage man in the middle, vraiment, l'authentification basique n'était pas sécurisée sur ça. Donc, maintenant, Microsoft, ils ont dit, bon, on va arrêter les bêtises. En octobre 2022, tout ce qui est basique. À la base, c'était prévu un peu plus tôt, mais avec le Covid, bon, ils ont reporté ça. Mais octobre 2022, il sera plus possible de s'authentifier avec ces anciens protocoles non sécurisés. Mais bien sûr, d'ici là, vous pouvez vous préparer à ça et vous pouvez déjà, d'ores et déjà, les désactiver, ajuster vos applications qui utilisaient encore ces vieilles authentifications afin vraiment d'être un peu plus sécure sur ça. Dans le type, vous avez les imprimantes, typiquement, ça se communique souvent en SMTP. Bon, ça va être, il y a des choses comme ça qui vont sauter. Donc, commencez à regarder la liste exacte des protocoles qui vont être désactivés dans un an. Vous avez un an pour vous préparer maintenant. La date est officielle. Et pour derrière aller voir pour utiliser autre chose que ça. Mais l'idée, même si vous voulez anticiper, ces protocoles-là, vous pouvez déjà les désactiver avec un peu de PowerShell ou via l'interface. POP3, IMAP, on n'en a plus besoin. L'utilisateur normal, il n'en a plus besoin. Et le truc, c'est que le pirate, il ne va pas essayer de se connecter via l'interface web, il va essayer de se connecter au travers de ces protocoles-là, parce qu'il n'y a pas de MFA. D'accord? Donc, de cette manière-là, il va juste essayer tenter les mots de passe. Donc, vraiment à bannir. Et si vous pouvez, faites-le dès à présent. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est un peu aussi dans le contexte du phishing, c'est ce qu'on appelle l'auto-forward. Il y a certains patrons qui aiment bien ça, qui se disent, bon, les mails pro, je vais les renvoyer sur la boîte perso. Comme ça, j'ai les deux et ça arrive à un seul endroit. Et malheureusement, ça arrive encore. Il y en a certains où vraiment, ils font ce qu'on appelle de l'auto-forward. Tous les mails qui arrivent sur la boîte pro sont envoyés vers la boîte externe, donc son compte perso. Et donc, vous avez une possibilité qui est vraiment sur la partie sécurité de faire une règle de transport qui interdit simplement ça. Ça veut dire que quand un mail est reçu par, là, dans notre exemple ici, caisse d'épargne, il reste à la caisse d'épargne. Puis après, si on veut qu'il soit renvoyé, ça sera un transfert, mais qui sera fait par l'utilisateur, mais pas un transfert automatique de tout le contenu. Et on aura bien vérifié que le mail soit passé dans l'entreprise et qu'il a été bien réceptionné dans l'entreprise et que ça soit une action de l'utilisateur qui va l'envoyer vers l'extérieur. Que ce ne soit pas un protocole automatique, parce que là, c'est ce qu'on appelle vraiment une fuite de données vers l'extérieur. L'autre problème qu'on a là-dessus, quand vous vous faites pirater, le jour où le pirate rentre sur votre boîte mail, qui va un jour arriver, le premier truc qu'il va faire, généralement, c'est qu'il va essayer de faire un auto-forward vers une boîte au mail bidon qui s'est créée à côté. De cette manière-là, une fois qu'il est rentré, mais qu'il est ressorti, il ne se reconnecte plus, parce qu'il n'aime pas se faire détecter quand même, il continue à recevoir les mails comme ça, et ça se voit pas, quoi, du point de vue de l'utilisateur. Maintenant, d'ailleurs, je crois qu'ils ont rajouté une petite pop-up dans Exchange Online. Quand vous avez une règle auto-forward, vous le voyez. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et si vous êtes sur la version client lourd, vous ne le verrez pas. Donc ça, vraiment, voilà, des activations vers les comptes externes, ça ne va pas se faire. Vous faites une petite règle de transport, on vous a mis vraiment le point par point, ou cliquez dans l'interface Exchange Online moderne pour paramétrer ça. Ça prend 5 minutes à faire, mais au moins vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Ils peuvent essayer de le faire, mais ça ne marchera pas. Ouais. Et donc après, on va passer sur le contournement MFA avec Sébastien. Ouais. Contournement MFA, pourquoi donc, on vous a dit tout à l'heure, on vous dit, bon, le mot de passe, c'est quand même pas génial. Le mot de passe tout seul, je veux dire, n'importe qui ayant votre adresse email, ça, bon, on comprend très vite à quoi ressemble votre adresse email. On peut récupérer des bases, on a parlé de 10 000 manières de récupérer ou de casser un mot de passe, on peut essayer de vous pénétrer. Et des cas de tenant Microsoft où il y a eu des intrusions, très généralement, c'est qu'il n'y avait pas de MFA en place. Okay. La plupart que vous avez vu, là, quand il y avait les élections présidentielles, etc., c'était typiquement, ils n'avaient pas mis de MFA et c'est assez scandaleux que ce ne soit pas le cas. Et par défaut, ce n'est pas activé. Après, le MFA, ce n'est pas une panacée non plus.
D'accord, ça va. Vraiment, si vous avez qu'une chose à faire aujourd'hui, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Voilà, je vous conseille fortement de faire du MFA. Mais il ne faut pas croire que le MFA protège de tout. Vous avez un exemple ici, ça c'est le patron de Twitter en 2019. Monsieur Dorsey a vu son compte Twitter tweeter n'importe quoi. Pourtant, son compte Twitter était protégé par MFA. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les gars avaient déjà récupéré son mot de passe d'une certaine manière. Et ils ont fait ce qu'on appelle un SIM swap, c'est-à-dire qu'ils ont contacté son opérateur téléphonique, ils se sont fait passer pour lui, c'est passé. Ils ont dit, j'ai perdu ma SIM, est-ce que tu pourrais pas rebalancer les coups de téléphone et les SMS vers telle autre SIM de téléphone? Résultat des courses, le pirate qui avait déjà le mot de passe se connecte, reçoit le SMS de deuxième facteur d'authentification, et il a réussi à prendre possession du compte Twitter du patron de Twitter, ce qui la mettait mal. Alors vous pourriez me dire, bon oui, effectivement, le SMS, c'est pas génial, on va bloquer le SMS. Alors déjà, première chose, c'est que vous pouvez avoir des utilisateurs qui voyagent beaucoup à travers le monde et qui n'ont pas forcément tout le temps une connexion Internet et qui vont quand même vous dire, moi je voudrais du SMS. Et la deuxième chose, c'est que je vais vous dire, on va dire qu'on peut aussi faire des attaques avec autre chose que du SMS. Ce que vous voyez là, c'est un petit outil qui s'appelle EvilJinx. Ça s'installe sur un petit serveur Unix. C'est open source. Ça se trouve très facilement sur Internet. Un gamin de 16 ans un peu bidouillard peut arriver à l'installer et à le faire fonctionner. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est de faire une attaque man in the middle. Ça consiste en quoi? C'est qu'à vrai dire, je vais vous faire une attaque par phishing, c'est-à-dire que je vous envoie un email en me faisant passer pour quelqu'un. Vous ne regardez pas bien qui vous l'a envoyé, vous étiez dans les transports en commun, vous cliquez sur le lien et vous allez arriver sur une interface qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'interface de connexion d'Office 365. Vous allez vous dire, bon, encore une fois, Office 365 qui me demande mon login et mon mot de passe. Vous allez taper tout ça dedans. OK? À vrai dire, votre serveur EvilJinx, donc vous envoyez un lien qui pointe vers votre serveur EvilJinx. EvilJinx, lui, derrière, il va appeler Office 365 et il va récupérer les flux HTML d'Office 365, il va vous les rebalancer chez vous. Mais comme il est entre les deux, il récupère tout ce qui passe. Donc, il va récupérer votre login, il va récupérer votre mot de passe, aïe. Et comme derrière, à chaque fois que vous lui envoyez quelque chose, lui, il essaie de se connecter le serveur auprès du service avec ça, ça va déclencher la deuxième action d'authentification. Que ce soit un SMS, que ce soit un appel, que ce soit un message qui pop sur Authenticator. Donc, vous faites quoi? Vous êtes en train d'essayer de vous connecter. Vous avez le deuxième facteur d'authentification qui se déclenche. Vous dites oui. Qu'est-ce qui se passe? Le serveur se connecte. Et il va récupérer ce qu'on appelle le cookie de sécurité. Normalement, c'est le cookie que vous récupérez une fois que vous êtes authentifié, qui a une durée de session, mais qui va permettre pendant un certain temps de pouvoir se connecter à votre place, en votre nom, et de pouvoir faire toute l'aspiration de données qu'on veut. Okay, en très rapide, ça ressemble à quelque chose comme ça. À gauche, vous voyez le serveur EvilJinx. À droite, l'utilisateur qui est en train de taper des choses dans EvilJinx. Alors, vous voyez en rouge le premier petit rectangle. Regarde, ça se voit pas trop bien parce que là, dans la salle ici, en tout cas, on n'a pas assez de luminosité. Mais en gros, il va récupérer le premier rectangle rouge, c'est le mot de passe. Et le deuxième gros pâté en bas là qui va apparaître, ça, c'est cookie de sécurité. Donc, à partir de là, c'est la fête. Est-ce que vous faites ce que vous voulez sur le compte? Donc ça, voilà, c'est un exemple. C'est plus évolué comme attaque, mais ça, c'est des attaques qu'on a déjà vu se faire de la part de pirates. Alors généralement, c'est des pirates qui vous en veulent à vous qui font ça. Ils savent qui c'est qu'ils sont en train de chercher. Il y a eu, il y a 2 ans, je crois, c'était Amnesty International qui s'était fait pirater. Ils avaient du MFA. C'est quelque chose comme ça qui s'est passé, je pense, derrière. Alors, si vous écoutez Microsoft, ils vous parlent aussi beaucoup de faire du passwordless ces temps-ci. Pour faire du passwordless, on n'a plus besoin du password, etc. Bon, si vous mettez du passwordless en mettant du Authenticator et je fais péter le mot de passe, moi je vais tester face à un EvilJinx. EvilJinx le supporte très très bien. Il ne récupère pas le mot de passe, bonne nouvelle, mais il récupère quand même votre cookie de sécurité derrière. Donc il vous a une fois de plus percé. Donc c'est pas génial. La seule chose que moi aujourd'hui, avec mes petits doigts, je ne sais pas pirater, c'est tout ce qui est clé FIDO2. Si vous avez YubiKey, qui est le principal vendeur dont vous entendez parler de ce genre de petites choses. Ça coûte entre 20 à 50 € la clé. Mais pour les populations qui manipulent des données sensibles, ça, moi, je ne sais pas le pirater. Pourquoi? Parce que la clé, grosso modo, va bien vérifier que quand elle envoie le mot de passe à votre place, le deuxième facteur d'authentification, elle le fait auprès de quelque chose qui a la bonne URL en face. OK.
Donc voilà, pour vous dire, le MFA, certes, mais c'est pas non plus parfait, sauf à mettre du FIDO 2 en place, mais ça a un coût parce que c'est des clés qu'il faut gérer, qu'il faut donner, qui se perdent, etc., etc. Et en tout cas, c'est vraiment une petite clé que vous avez à brancher sur votre PC. C'est très simple, hein, c'est juste une clé à brancher. Maintenant, ils font des modèles avec les empreintes digitales carrément. Vous mettez votre empreinte digitale en plus de la clé. Et là, ben, sur du FIDO 2, vraiment, vous allez être vraiment très sécurisé parce que vous allez avoir d'une part la partie de vérification avec la clé et la partie de l'empreinte digitale derrière. Donc, c'est vraiment les nouveaux modèles qui sont sécurisés. Ça vient en plus et c'est très moderne en termes de sécurité. Autre type de problème maintenant, la fuite de données utilisateurs. J'ai des données qui circulent au sein de mon système d'information, je suis content. J'ai des Word, des Excel, des PowerPoint, des mails, des PDF. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, la dernière, c'était les Pandora Papers, on a eu les Panama Papers avant, donc des histoires de documents qui sortent des organismes. Alors moi, en tant que citoyen, je suis très content que ça fuite, ce genre de choses. Maintenant, en tant que DSI, quand je travaille au sein d'une société, je n'ai pas envie que les documents de ma société sortent. Or, c'est toujours ça qui me fait halluciner, c'est que, mine de rien, il y a des mécanismes qui existent, qui ne sont pas très coûteux à implémenter et qui ne sont pas mis en œuvre. Okay. Donc, aujourd'hui, quand ils faisaient des sondages en 2019, c'était il y a 2 ans, bah, c'était un des gros soucis des DSI pour 70% des DSI. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans du Microsoft 365 pour pallier à ça? Si vous êtes en business, donc moins de 300 utilisateurs, vous prenez du business premium ou vous prenez de la licence à minima E3, ça ne marchera pas pour de la E1. Et vous prenez ce type de licence et vous pouvez faire à partir de là ce qu'on appelle des sensitivity labels, étiquettes de confidentialité. Ça consiste à dire, quand j'ai un document, ça c'est un document secret, ça c'est un document confidentiel, ça c'est un document interne, ça c'est un document normal. Okay. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir défini des niveaux de sécurité au sein de la société, d'accord, une classification. Généralement, ça se fait entre 3 et 5 niveaux, en fonction des organismes. D'accord. Et puis, on va aller paramétrer ça au niveau du tenant Office 365 et on va aller paramétrer ces étiquettes pour chacun de ces niveaux de sécurité-là. Et ça va être l'utilisateur ensuite qui peut manuellement l'appliquer, ou on peut aussi avoir des mécanismes d'application automatique de ces étiquettes. Je vous explique un peu plus en détail tout à l'heure. Mais donc, cette étiquette, en attendant, quand elle est appliquée sur un document, ça va le chiffrer à la volée. Ça va être complètement chiffré, sachant que la clé pour déchiffrer ça, elle est gérée au niveau de votre Active Directory. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre utilisateur, donc il dit ça, c'est un document confidentiel. On chiffre le document à la volée. Ce document-là, je le prends, je le sors de la société. Et à partir du moment où il est sorti, si la personne qui essaie de l'ouvrir, donc mettons c'est un fichier Word, ça marche pareil pour les PDF et autres, bah, le client Word va essayer, il voit que c'est un fichier chiffré, il va essayer d'appeler l'Active Directory pour récupérer la clé pour déchiffrer le fichier. Si vous n'êtes pas connecté sur le serveur, si vous n'êtes pas connecté sur ce tenant-là, eh ben, vous n'arriverez pas à récupérer la clé, donc vous ne pourrez pas déchiffrer le document. D'accord? Pareil, à vrai dire, vous pouvez d'ailleurs pour chacune de ces étiquettes dire seule telle population au sein de mon entreprise a le droit de lire les documents confidentiels. C'est-à-dire que vous remettez une couche de permissions par-dessus les permissions que vous auriez définies au niveau de OneDrive et au niveau de SharePoint. C'est le document qui porte ce niveau-là de permission. Okay. Et de là, on va pouvoir utiliser des groupes de sécurité, des choses comme ça. Et ce que vous pourrez faire en plus, c'est dire, par exemple, pour tel groupe, eux, ils ont le droit de modifier les documents secrets, et tel groupe, il a le droit de voir les documents, mais seulement de lire les documents en lecture seule. Et quand on peut faire ça, on peut aussi, du coup, désactiver le copier-coller, désactiver la fonctionnalité d'impression, carrément désactiver aussi la partie screenshot. C'est-à-dire que si vous faites un screenshot de votre écran, vous aurez un rectangle noir à la place de votre client Word. Même le partage Teams ne fonctionnera pas. Il y aura un rectangle noir dans le partage d'écran via Teams. Okay, sur les documents confidentiels. La seule chose qu'on ne pourra pas bloquer, c'est je prends mon téléphone portable, je fais une photo de l'écran. Au rythme de prise de photos des écrans, etc., c'est pas comme ça que vous allez sortir un téra de données comme ça fut le cas pour les Pandora Papers. Quoi. Okay. L'une des fonctionnalités supplémentaires, ça permet d'ajouter ce qu'on appelle un watermarking, c'est-à-dire un petit texte au fond pour dire c'est confidentiel. Ça, c'est un peu, c'est pas ça qui empêche un document de sortir de la société. Et si vous voulez aller plus loin là-dessus,
il y aura une session avec Cephala Tegrero là-dessus vers 16h d'ailleurs. Il faut savoir que vous pouvez faire des choses beaucoup plus poussées encore avec ces étiquettes pour dire un document qui est muni d'une étiquette de confidentialité, par exemple, on va bloquer le fait qu'il puisse être copié sur une clé USB. On va bloquer le fait qu'il puisse être mis sur un service autre qu'un service Microsoft, par exemple sur du Gmail. D'accord ? De cette manière-là, vous vous assurez que le document ne peut pas sortir du système d'information. D'accord ? En tout cas, par l'utilisateur, ça ne va pas être possible. Ça, pour faire les choses un peu avancées, etc., là, par contre, il va vous falloir... alors, moi, je connaissais la technique avec du Intune et du WIP, Windows Information Protection. Cephala me disait qu'il arrivait à le faire avec des DLP. Mais pour faire ce genre de choses, il va vous falloir du MS E3, donc du Microsoft 365 E3. D'accord ? Mais des Office 365 E3, déjà, vous pouvez faire les étiquettes. Et voyons à quoi ça ressemble en termes d'expérience utilisateur. Sauf que... voilà, je n'avais pas prévu ce coup-là. À quoi ça ressemble? Allez, vite fait. Hop. Donc là, je suis dans un SharePoint. Voilà. Là, je vais m'amuser à aller déposer mon document qui est ultra confidentiel. Je le mets dans mon... Ça va se charger. Ça va me demander de remplir des métadonnées obligatoires. Tac, 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 tac. On va y arriver. Voilà. Et là, je vais aller ouvrir mon document. Pour l'instant, je ne l'ai pas étiqueté. Et là, vous voyez, j'ai un menu sensitivity qui apparaît. Ce menu n'apparaît que si vous avez paramétré au niveau du tenant ces étiquettes de confidentialité. On va voir tout à l'heure vers où ça paramètre. Là, je viens d'appliquer une étiquette de confidentialité, ça m'a pris 2 clics. Et désormais, ce document, je vais pouvoir le réouvrir, toujours dans Word, par exemple. Là, tout à l'heure, j'étais en client léger, j'étais via Office Web App, là, je l'ouvre vraiment via le programme Word. Ça marche tout pareil, je veux dire, j'arrive à ouvrir mon document, il met quelques secondes de plus à s'ouvrir, parce qu'il y a le temps de déchiffrement. Vous perdez, en termes d'expérience utilisateur, vous perdez quand même quelques secondes. Hein. Et là, vous voyez, en haut à gauche, eh bien, j'avais, en tout cas, hop là, là, vous voyez, j'ai dans le bandeau jaune ma super étiquette. Ça, c'est l'étiquette que j'ai appliquée avec chiffrement. Je peux voir les permissions qui m'ont été laissées dessus, etc., etc. Et donc, pour paramétrer ce genre de petites choses, vous allez dans le centre de confidentialité dans votre admin O365 et vous allez sur protection de l'information et vous dites, je crée une nouvelle étiquette. Ça prend quelques clics. Vous allez pouvoir définir, je vous disais, les populations qui vont avoir quel droit dessus. Donc, vous pouvez utiliser des groupes de sécurité. Vous pouvez créer, lui, il a le droit que de voir, lui, il a le droit de faire du copier-coller par l'autre, et de définir derrière des politiques de détection automatique des étiquettes. Ça, c'est si vous avez de la licence O365E5. Politique de détection, ça va se baser sur quoi? Sur des mots-clés. Par exemple, j'ai des noms de projets qui traînent dans les documents. Quand ça parle du projet Apollo, automatiquement, c'est détecté au passage du moteur de recherche. Hop, ça va appliquer l'étiquette. On va aussi pouvoir le faire, là, c'est ce qu'il y avait dans l'exemple à l'instant, sur la détection de certains types de données, ce qu'on appelle les sensitive infotypes, les types de données sensibles. Et c'est tout ce qui peut se détecter facilement avec un pattern. Alors pour les informaticiens, via une expression régulière, une regex, l'amour des développeurs, la regex. Grosso modo, c'est quoi? C'est tout ce qui ressemble à un numéro de passeport, tout ce qui ressemble à un numéro d'IBAN, tout ce qui ressemble à un numéro de carte de crédit, tout ce qui ressemble à, par exemple, des chiffres tirés d'un certain nombre de chiffres, etc. Bon, ben, là, le moteur sait aller détecter ça tout seul. Okay, et donc, on va aller pouvoir appliquer automatiquement l'étiquette de cette manière-là. Si vous avez du E5, hein, j'insiste dessus. Après, on peut aussi le faire, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet du jour, avec du syntaxe ou des choses comme ça, on peut aussi aller faire de la détection automatique. Il y a plusieurs mécanismes qui existent pour ça. Bon, je ne vais pas tous les voir. Ces étiquettes-là, toujours pour terminer dessus, pour rentrer encore dans la partie technique quand même. Donc, je vous disais, ça l'amène au niveau du fichier. On peut s'amuser à faire des niveaux d'étiquettes, sous-étiquettes, c'est-à-dire ça, c'est de la donnée personnelle. Alors, ça, c'est de la donnée personnelle FR avec de la donnée personnelle EN. En fonction des pays, par exemple, parce que peut-être qu'en fonction des pays, vous n'avez pas les mêmes niveaux de confidentialité ou pas les mêmes règles. On ne va pas s'amuser à faire du chiffrement peut-être pour toutes les étiquettes. Certaines étiquettes, on veut juste bloquer le fait que ça puisse sortir à l'extérieur. Donc ça, voilà, vous pouvez faire des choses assez fines en termes de classification. Mon conseil à moi, c'est quand même rester simple. Ne faites pas des trucs trop détaillés parce que sinon, ça devient des usines à gaz. En termes de fonctionnement, ça fonctionne si vous connaissez PGP.
c'est le gros truc qu'utilise le journaliste pour s'envoyer des fichiers chiffrés, etc. Bah, à vrai dire, les étiquettes de confidentialité, c'est un PGP, mais version Microsoft implémentée avec l'AD qui fournit les clés, quoi. Donc, c'est un système de clés publiques, clés privées, avec un chiffrement RSA à 2 kg, c'est-à-dire bien costaud. Le genre de truc où il faut s'appeler gouvernement d'une puissance étrangère très très pointue pour s'amuser à vouloir casser ça, quoi. Le kidam normal et même le pirate normal ne casse pas ce genre de clé. Et si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien vers la documentation qui vous explique en détail comment ça fonctionne. Le problème que vous pouvez avoir sur ça, alors la bonne nouvelle quand même sur ça, c'est que quand même ça chiffre les documents, c'est bien, c'est inclus dans votre licence O365, et en plus, comparé à ce que vous pourriez trouver ailleurs sur le marché, c'est compatible avec les fonctionnalités d'O365. C'est-à-dire que ce chiffrement-là, le moteur de recherche fonctionne, Office Web App fonctionne sur les documents chiffrés, le e-discovery fonctionne, et vous avez aussi un anti-malware qui est inclus dans SharePoint. Il fonctionnera avec les documents qui sont chiffrés de cette manière-là. L'inconvénient, si vous suivez un peu le truc, c'est que vous vous dites, bah, ça veut dire que Microsoft est capable de déchiffrer les choses. Bah oui, vu que c'est lui qui gère les clés. Microsoft, il a la capacité de déchiffrer les choses. Or, si vous êtes un peu sensible sur les questions de Patriot Act, si vous travaillez pour des organismes publics, par exemple, ou des histoires de secrets, des histoires militaires, des choses comme ça, vous n'avez peut-être pas envie que certains documents qui sont sur du cloud américain puissent être récupérés sur une requête légale d'une cour de justice ou même d'une cour de justice américaine d'ailleurs ou française. Donc, vous voulez bien mettre les documents chez Microsoft, mais vous ne voulez pas qu'ils puissent être déchiffrés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le double key encryption, c'est-à-dire c'est la même fonctionnalité, c'est toujours les étiquettes, etc., mais il y a une petite case à cocher supplémentaire pour faire ce qu'on appelle du DKE, donc. Alors, ça demande de la licence, le top du top de la licence pour faire ça. Il n'y a pas de secret, en tout cas la partie compliance. Et ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser 2 clés pour chiffrer chacune de vos étiquettes, d'accord, et chacun de vos documents. Microsoft gère toujours un bout de la clé, et le deuxième bout, c'est soit vous qui réimplémentez un mécanisme qui permet de gérer cette deuxième clé, soit vous prenez, il y a aussi des fournisseurs, il y en a un en Suisse d'ailleurs, qui fournit des services, je crois que Thales en France fait des choses pour ça, qui permet justement de se plugger, de faire fournisseur de clés pour le système de DKE Microsoft. Ça coûte de la licence Microsoft et ça coûte d'avoir un deuxième système de gestion de chiffrement des clés. Mais si vous voulez faire du ceinture bretelle en mode j'envoie sur un cloud américain une donnée que je ne veux pas voir sortir même à un organisme légal gouvernemental, c'est la bonne chose à faire. D'accord ? Pour avancer, parce qu'on arrive plutôt sur la fin, fuite des données administrateurs. Ce monsieur, si vous le connaissez, monsieur Snowden, vous en avez entendu parler. Si à un moment donné, vous avez entendu parler. Il n'a plus le droit de retourner aux États-Unis, ce monsieur. C'est lui qui avait fait sortir tous les télégrammes de communication, notamment américains, d'accord, du Pentagone. Ce monsieur, à vrai dire, à l'époque, il s'ennuyait. Bon, il avait fait un peu un nervous breakdown. Il travaillait pour la NSA et il s'était retrouvé administrateur SharePoint. Ça vous parle? D'accord, donc il n'avait pas besoin, à partir d'un simple serveur SharePoint, il s'en est servi pour aller récupérer plein de données, et il avait le droit sur les serveurs SharePoint d'aller récupérer et de sortir les documents qu'il avait collectés au travers de SharePoint. Donc c'était pas génial. Alors c'était un administrateur SharePoint on-prem à l'époque. Mais voilà, donc pour nos administrateurs, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour avoir une bonne sécurité au niveau du tenant? Eh bien, vous allez appliquer un principe du moindre privilège. Vous devez vivre avec des administrateurs, par contre, c'est pas la fête, on les laisse pas faire n'importe quoi. Et donc, on va essayer de mettre ce qu'on appelle du POLP, Principle of Least Privilege. Et en faisant ça, meilleure sécurité. Si vous avez un de vos comptes administrateurs qui un jour se fait pirater, moins il a de droit l'administrateur, moins vous offrez la porte ouverte aux pirates. Et puis, il y a aussi le jour où votre administrateur se fait viruser comme il faut, ça donne moins de capacité de diffusion au virus. Pour gérer ce genre de choses, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, dans les recommandations pour vos comptes administrateurs, tout ce qu'on appelle la gestion des comptes à privilèges, arrêtez les comptes admin@mondomaine.com. Faites des comptes nominatifs. C'est Maurice de la sécurité IT @mondomaine.com. OK? Avec un compte dédié. C'est-à-dire, il y a Maurice de Mondomaine IT @mondomaine.com et Maurice de Mondomaine IT
adm, par exemple, @mondomaine.com. Qu'il ait un compte admin, qui ne soit pas son compte utilisateur, c'est quand même la base, mais nominatif. Le jour où il y a un problème, vous saurez qui était derrière le clavier, ou en tout cas, quelle personne s'est fait affecter. Idéalement, donc, vous avez dans les comptes d'administration du domaine, il y a plusieurs rôles qui existent. Alors, par défaut, les gens, ils ont tendance à faire, bam, je crée un compte admin de domaine tout court, quoi. Ça veut dire plein pouvoir sur le domaine. Je peux supprimer, je peux créer tout ce qui traîne, je peux supprimer le domaine s'il faut, je peux péter tous les comptes. Donc, limiter ce genre de choses. On devrait avoir, même pour une grosse société, on devrait avoir 2 à 4 personnes maximum avec ce type de compte-là. OK ? Vous gardez en plus 1 ou 2 comptes icebreaker. C'est ce dont vous parlez tout à l'heure, Clément. C'est-à-dire les comptes qui servent à déverrouiller les choses le jour où le méfait se casse la figure. Vos admins, vous leur donnez une machine dédiée pour travailler en tant qu'admin. Donc, ils ont 2 machines sur le bureau, une machine pour leur utilisation au quotidien, une machine pour faire les actions admin. Pas de mélange des genres. Ça va éviter tout ce qui est diffusion de virus. J'ouvre la pièce jointe, oh là là, il y avait un rançongiciel. Je le croise encore tous les mois, ça, je veux dire. Évidemment, donc pour les comptes admin du MFA, c'est la base, et si vous pouvez, de YubiKey. Délégation de droit, c'est-à-dire que par contre, quand il y a une personne à qui je dois permettre de travailler, j'ai un prestataire qui doit venir, qui doit me faire des choses sur SharePoint, je ne vais pas lui donner un compte admin de tenant, je vais lui donner un compte admin SharePoint sur le tenant. Comme ça, s'il fait des bêtises, ça sera qu'au niveau SharePoint qu'il fera des bêtises, et je ne lui donne pas le droit de créer des groupes AD, le droit de créer des utilisateurs ou de supprimer des utilisateurs ou de rejeter des mots de passe. Si vous êtes une grosse société, vous avez du budget, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle du PIM. Un PIM qui signifie Privilege Identity Management. La partie PIM, en fait, c'est le fait d'accorder des droits dans un temps limité. Ça veut dire, vous allez faire des opérations d'administrateur pendant 2 heures, et après, vous n'avez plus les droits. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, là, je dois modifier une boîte mail, je fais une demande d'autorisation, mon manager valide la demande d'autorisation, pendant 2 heures, je peux faire l'opération, puis après, les droits sont retirés. Donc, c'est juste, voilà, on affecte ça, donc c'est avec les licences vraiment les plus hautes, mais ça vous permet vraiment d'avoir un circuit de validation des actions d'administration. Et derrière ça, bien sûr, de pouvoir auditer et bien sûr, dans ce principe de liste privilege, et vraiment de les mettre en place et de se dire, lui, il a carrément des droits d'administration que pour 2 heures. Voilà. Ça, vous allez pouvoir avoir du coup 100 personnes au support. OK, elle aura les droits, mais elle aura les droits le temps de la résolution du ticket. Pas plus que ça. On peut pas faire plus. Après, elle devra refaire une demande, mais bon, au moins, ça sera audité. Ça alourdit, entre guillemets, les process. Hein. Ça n'accélère pas la résolution d'incidents, c'est clair. Mais par contre, vous avez une vraie sécurité et vous évitez d'avoir quelqu'un qui a des droits en permanence sur tout ce qui traite. Parce que sinon, là, le risque de l'administrateur qui fait fuiter volontairement ou involontairement des données, vous l'avez en plein pot. Avant-dernier sujet, mais c'est des petits sujets les derniers, mais qui sont quand même pas négligeables. Là, moi, j'ai travaillé dans le train avec mon ordinateur, j'étais content de travailler dans le train. J'oublie ma tablette dans le train, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos données dans le cloud. Elles sont hébergées chez monsieur Microsoft, on n'arrête pas d'en parler, j'ai le problème du pirate, etc. Mais derrière, elles sont en cache sur mon ordinateur. Donc le jour où je me fais voler, où je perds un ordinateur, ou même un téléphone mobile, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose à faire pour vous, tout ce qui est ordinateur, etc., vous bitloquez, c'est-à-dire vous chiffrez les disques durs et les BIOS. Okay. Pourquoi? Parce qu'un pirate qui connaît son métier, vous lui donnez une machine, il ne connaît pas le mot de passe, il ne connaît rien du tout, mais vous n'avez pas chiffré les disques, il rentre dessus. Il arrivera à rentrer dessus. Je ne vous fais pas le détail de l'attaque, mais ça se fait bien. D'accord? Donc première chose, vous chiffrez les terminaux. La deuxième chose, mettez en place une solution de Mobile Device Management, MDM. Et alors dans Office 365, pour faire du MDM, vous utilisez soit du SCCM, je veux dire, j'y arrive. C'est le bon vieux truc qu'on utilise pour la gestion de flotte de PC. Hein. D'accord? Bon, ça fonctionne pour Windows. C'est pas avec ça que vous allez gérer votre flotte de terminaux mobiles. Il se trouve que dans Office 365, vous avez déjà dans les licences de base de quoi faire du MDM sur vos terminaux mobiles. iOS, Android supporté. OK? Pas BlackBerry, pas macOS, par contre. Et ça vous permet de faire un minimum de prérequis de sécurité sur la complexité de mot de passe, par exemple, ou le fait que justement, il y a un mot de passe ou une empreinte digitale requise pour déverrouiller un téléphone.
Et ça vous offre la possibilité de supprimer, d'effacer les données du téléphone à distance. Okay. Et si vous voulez aller plus loin, il faut faire, je fais un peu la bourre, j'ai mon futur, la suite qui arrive derrière. Pour aller plus loin, Microsoft Intune, mais là, il vous faut la licence MSE3 minima, d'accord, ou Business Premium. Et avec Intune, là, vous avez un MDM complet qui vous fait le support de tout ce qu'il faut, etc., etc. Et avec ça, vous pouvez faire de la suppression, par exemple, le jour où le téléphone est perdu, vous le supprimez à distance, ça prend 2 minutes. D'accord. Dernière petite chose sur les rançons logiciels et les crypto, lockers, etc. Alors, pour tout ce qui est prévention des rançons logiciels, la première chose à sécuriser, si vous avez encore un annuaire, un Active Directory on-premise, c'est de sécuriser votre Active Directory on-premise. Votre problème ne viendra pas du cloud, il viendra de votre Active Directory on-premise. Soyons très clairs. Donc, sécuriser les AD si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes pure cloud ou si vous avez déjà bien sécurisé les choses, j'ai 0 minutes, c'est ça, je fais la bourre? Non, ça vient de penser à ça. Je suis en train de conclure. Bah, du moins, j'y arrive. Juste, voilà, sur les documents, quand vous avez des documents qui sont stockés dans du OneDrive ou des documents qui sont stockés dans du SharePoint ou dans du Teams, ça c'est du SharePoint, on va dire. Vous avez une fonctionnalité le jour où vous faites cryptoloquer les documents sur votre poste. D'accord, imaginons, je prends un cryptolocker sur la figure. Je suis cryptoloqué, ça a cryptoloqué tous les documents qui traînaient sur mon poste, y compris les documents qui étaient synchronisés avec OneDrive. Donc, ça veut dire que les documents se retrouvent cryptoloqués côté cloud. D'accord ? C'est pas une catastrophe le jour où ça se produit. Vous expliquez juste à votre utilisateur qu'il clique sur la petite roue crantée en haut à droite de son OneDrive ou de sa bibliothèque SharePoint, qui demande à restaurer le OneDrive ou à restaurer la bibliothèque. Et l'utilisateur tout seul peut restaurer l'état de la bibliothèque. Il peut choisir à quelle date il le restaure. Il a 30 jours d'historique, comme ça, sur lequel il peut remonter. Donc vous remontez à J-1 de la date d'attaque au CryptoLocker, et puis ces documents-là, ça se passe bien. Puis ce que vous faites à côté, surtout, avec notamment du Intune, vous bloquez toutes les machines que vous savez être CryptoLockées. D'accord ? Alors la question derrière tout ça, c'est bien, c'est quand même pas mal de travail, tout ce qu'on vient de vous présenter. Moi aussi bien, je travaille pour des PME, elles ne vont pas me payer 20 jours de consulting pour aller mettre en place tout ce genre de choses. Pour la petite PME du coin, et je vous le conseille uniquement pour la petite PME du coin, en tout cas celle qui n'a pas de système d'information existant, vous pouvez aller activer un petit menu, il faut aller dans Azure Active Directory, l'admin de ça, vous avez les petits clics, là, tout ça, vous aurez les supports à la fin. Et ça, si vous activez la petite option qui va bien, eh bien, ça met le MFA en place sur tous les comptes admin, sur tous les comptes d'administrateurs, ça désactive les protocoles legacy dont on vous a parlé. Et grosso modo, c'est le futur des paramètres de sécurité de Microsoft dans 5 ans. C'est génial, ça prend un clic. Voilà. Combien? 5 clics, on a vu. L'inconvénient de ça, c'est que c'est très bourré, vous ne pouvez pas faire d'exception. Or, par exemple, sur le MFA, on a besoin d'avoir des comptes à exception, typiquement pour les imprimantes. Les imprimantes, aujourd'hui, disent qu'elles ne supportent pas un MFA. Okay. Donc, faites attention à ça. Voilà, ça, c'est à faire pour les toutes petites entreprises, quoi. Parce que c'est très, très bourrin. Truc tout seul. Si vous voulez faire plus subtil que ça, et ça sera ma dernière slide, je vous donne rendez-vous le 28 octobre aux Identity Days. On va vous présenter un petit projet qui s'appelle Arden 365. C'est un projet open source. Ça va être un gros script PowerShell qui va vous permettre en quelques minutes d'aller justement appliquer tous les paramètres de sécurité dont je vous ai parlé. Vous aurez toute une phase de configuration du script. C'est ça la phase la plus longue, c'est de le configurer. Vous aurez un truc, vous répondez à des questions et en fonction de quoi il paramètre ce qui va bien. Ça met quelques minutes à s'exécuter et ça va mettre le DKIM, le démarque, le MFA, l'accès conditionnel, etc., etc. Et avec ça, on est bien. On peut démarrer avec ça, voilà, pour vous faire travailler et pour vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà pour ce qu'on voulait vous présenter. Est-ce que vous auriez des questions à ce point-là? C'est vrai que c'était bon ce midi, mais quand même. Nos amis sur Internet, je vais regarder vite fait, est-ce qu'on aurait eu des questions peut-être en cours de route? Alors, tac. Shafik, bonjour. Avec tous les sens, quel conseil pouvez-vous nous donner sur les comptes à privilèges pour implanter ces briques de sécurité? Alors, je crois qu'on y a répondu, Shafik. Je ne sais pas si Shafik... Non, les centres, les consoles, les centres d'administration à privilégier.
Alors moi, j'aime beaucoup PowerShell. De toute façon, PowerShell est mon ami. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions que vous devez aller vers du PowerShell. C'est quelque chose qui est quand même très banalisé. C'est verbeux, hein, donc ça vous permet de le prendre en main assez facilement. Mais moi, je suis pas un grand développeur du tout et c'est très verbeux. Ça vous permet de faire beaucoup plus d'actions. Donc sur ça, avec du PowerShell, vous pouvez aller un peu plus loin et faire certaines choses que vous ne pouviez pas faire graphiquement. Ok. Merci. J'avais une autre question, j'ai mis en dessous, c'était par rapport à l'activation des accès conditionnels. Je voulais savoir si. Alors, déjà, ma première question, c'est savoir qu'est-ce qui est désactivé qu'est-ce qui est désactivé comme brique de sécurité lorsqu'on désactive la sécurité par défaut de notre tenant? Qu'est-ce que tu appelles la sécurité par défaut? En fait, au moment d'activer, pour pouvoir activer les accès conditionnels via la console Azure Active Directory, Mhm. on est obligé de désactiver la sécurité par défaut. Il nous l'oblige, on ne peut pas activer l'accès conditionnel si on ne désactive pas la sécurité par défaut sur le tenant. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, cette partie sécurité par défaut, c'est ce qu'on expliquait, la chose du j'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'on clique et on met sécurité par défaut. Et là, ça va appliquer toutes les parties, on va dire, de Microsoft, c'est-à-dire MFA utilisateur, MFA administrateur. Mais c'est toute une suite d'actions qui sont mises dans ce système de sécurité par défaut. Donc, par conséquent, il va falloir faire de l'exception. Donc là, c'est-à-dire mettre en place une conditional access qui est autre que celle qui était par défaut. Ben, il va falloir désactiver la sécurité par défaut. C'est pour ça. Avant, la sécurité par défaut, c'est vraiment activer tout et vraiment être un peu brut sur la sécurité, mais ça permet de sécuriser. Alors que après, ce qu'on a présenté, qui était un peu du step by step, là, alors du coup, désactiver la sécurité par défaut et faire ce step by step ou venir aux Identity Days pour voir le nouveau script Arden M365 qui permettra de faire ça en quelques minutes. Ouais, on va suivre ça, on va essayer de récupérer la présentation parce que malheureusement, il n'y a pas de distanciel d'après ce que nous a dit Sylvain pour les Identity Days. Alors, pour Arden 365, le script sera open source. Hein. Ah, super. Donc, ça va finir sur un GitHub. Je n'ai pas encore le détail. Je fais partie des participants. J'implémente moi les scripts d'audit, mais voilà. Ça va finir quelque part sur Internet. Et j'ai une dernière question que j'ai posée, c'était par rapport à lorsqu'on active par défaut, le chiffrement par défaut au niveau de notre messagerie, et lorsqu'on veut utiliser les étiquettes de confidentialité, savoir si on veut utiliser les étiquettes pour chiffrer, lequel prend le dessus au niveau du chiffrement? Le chiffrement par défaut de la messagerie, parce que c'est l'OME. À l'OM? Oui, ouais. alors la partie OME, ça va être vraiment le fait de se dire je chiffre un mail. Donc ça veut dire je mets un certificat sur un mail. Après, la partie vraiment étiquette de sensibilité, ça dépend du service qu'on appelle RMS, qui est vraiment le management des droits sur partie Azure. Et donc là, ça va être vraiment un certificat pour sécuriser les autorisations des utilisateurs pour les actions qu'elles vont faire sur les documents qui sont dedans. Donc il y a une partie sécurisation du mail et l'autre partie qui est sécurisation du contenu. Donc quand on va dire par exemple, il y a un texte dans un mail, le texte dans un mail, screenshot, c'est cette partie-là de vraiment étiquette de sensibilité. La partie après, chiffrement du mail pour pas qu'il soit lisible à l'interception, c'est ce qu'on va appeler la partie OME qui est basiquement chiffrement juste du mail. Ok, merci beaucoup. Pas de souci.